Fanny Griesmer. On parle de sujets, alors parfois à la pause café, on se détend. Des fois c'est léger, des fois un petit peu moins. Non, mais on fait de la sociologie, on essaie de sculpter un peu nos vies quotidiennes. Puis là, aujourd'hui, c'est un petit concept économique. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne, mais un peu conceptualisé, les bullshit jobs. Eh oui. Eh oui, c'est quoi ? Et oui, ces jobs inutiles, vides de sens, sans intérêt, superflus, parfois à en devenir néfastes. Votre job ne correspond pas toujours à l'idéal que vous vous en faites, ou en tout cas à celui que vous vous en faisiez. Alors après les interrogations, vient le constat, un constat assez douloureux. Vous avez un bullshit job. Constat effectivement douloureux à l'heure où le sens apparaît comme la quête du Graal des salariés français. Alors c'est vrai que le sens au travail a largement été interrogé ces derniers mois. La faute peut-être au télétravail. Vous n'avez plus vos collègues autour de vous, vous êtes enfermés chez vous. Oui. Puis effectivement ces mois, ces longues soirées passées entre quatre murs, un temps propice à la réflexion, à l'introspection, à la remise en question. Est-ce que les tâches que je réalise chaque jour au quotidien ont-elles du sens ? Est-ce que je me sens stimulée par mon poste et ses réalités ? Ai-je le sentiment d'être utile grâce à mon activité professionnelle ? Le fruit de cette réflexion est parfois assez sombre. La preuve avec cette étude menée par la DARES, étude publiée jeudi dernier, près d'un tiers des actifs français ressentent leur travail comme inutile. Alors dans le détail, 11% ressentent leur travail comme inutile, mais ont tous les moyens pour le faire correctement. 8% occupent un travail qui, à leurs yeux, manque de sens et de qualité. C'est beaucoup quand on additionne. Et oui, et 11% se disent surexposés aux conflits de valeurs, c'est-à-dire que non seulement ils jugent leur travail la plupart du temps comme étant inutile, mais ils doivent aussi faire des choses qu'ils désapprouvent et ils ont la conviction de ne pas pouvoir faire du bon travail, et ça coûte. Parmi eux, parmi ces 11% là surexposés aux conflits de valeurs, on retrouve essentiellement des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants, donc là c'est quand même plutôt étonnant, on trouve que ces métiers ont beaucoup de sens. Des enseignants, des personnels de l'armée, de la police, mais aussi des employés de banque, des assurances ou encore des caissiers. On l'a vu dans l'étude du syndicat national de la banque, la perte de sens des collaborateurs de la banque. Donc, inutilité conceptualisée, c'est un concept, les bullshit jobs. Alors oui, et il y a de cela quelques années, en 2013, l'anthropologue américain David Graeber publie une tribune assez provocatrice qui a l'effet d'une bombe. Il y partage un point de vue inédit sur le monde du travail. Selon lui, beaucoup d'entre nous font ce qu'il appelle un bullshit job, c'est-à-dire un job à la con, vous me pardonnerez l'expression. Selon lui, voilà sa définition des bullshit jobs, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Alors, sa théorie est la suivante. À cause des progrès technologiques, la société invente des rôles et produit des métiers inutiles. David Graeber vise particulièrement les secteurs suivants: les ressources humaines, le management, le conseil, la finance et une grande partie des emplois de bureau. Mais derrière, ce sont surtout des hommes et des femmes, souvent bien rémunérés, qui jugent leur quotidien professionnel totalement absurde, parfois rythmés par des réunions sans intérêt, des réunions dans lesquelles on parle ce fameux jargon corporate très anglicisé, pour masquer souvent le néant, et qui sont incapables en fait de répondre à cette question simple. Souvent quand ils font des rencontres, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ils sont incapables de définir clairement, simplement, ce qu'ils font réellement. Après la tribune, il y a un livre. Il y a un livre donc en 2018, là, qui vient enfoncer le clou. Il enfonce totalement le clou, livre dans lequel il dresse notamment une typologie des dits bullshit jobs et qu'il classe en 5 grandes familles représentatives, selon lui, du monde du travail contemporain. Première catégorie, les larbins. Ce sont ceux qui ont pour seul but ou comme but essentiel de permettre à quelqu'un d'autre de paraître ou de se sentir important. Bref, vous aidez quelqu'un à briller tout en restant dans l'ombre. La seconde, les porte-flingues. Formule métaphorique, rassurez-vous. Formule qui désigne ceux dont le travail a été créé par d'autres et qui comporte une composante agressive. La troisième, les rafistoleurs ou bricoleurs professionnels. C'est
assez dur. Ceux dont le job qui n'a d'autre raison que d'être... en fait, ils s'occupent des soucis, des anomalies qui enrayent une organisation. Bref, ils sont là pour régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça. La quatrième, les cocheurs de cases. Ils sont chargés de redorer l'image d'une entreprise sans pouvoir la modifier de l'extérieur. Donc, c'est de la cosmétique. Et enfin, les petits chefs. Et attention, là, 2 catégories. Dans la première, on retrouve ceux qui n'ont d'autres tâches que d'en assigner ou d'en déléguer à d'autres. Et la seconde, plus vicieuse, ce sont ceux qui créent des tâches, qui les créent, ces tâches inutiles, sans pile, qu'ils confient à des subalternes. Pour justifier leur job. Totalement. Et ceux qui recrutent aussi pour des jobs inutiles, une activité que l'auteur appelle bullshitiser la vie des autres. J'adore cette expression, bullshitiser la vie des autres. Rendre totalement inutile et absurde la vie des autres. C'est vrai que c'est une typologie assez incroyable. Incroyable et qui peut prêter à sourire, juste... pour le nom des catégories, mais en tout cas, impossible d'ignorer aujourd'hui cette remise en question qui gagne sur le sens, qui gagne de plus en plus de salariés. Les travaux de David Graeber ont fait énormément de bruit à leur sortie, ça a été traduit dans toutes les langues. Le concept est largement utilisé aujourd'hui, preuve qu'il a touché une corde sensible. Il n'en reste pas moins que le manque de sens est vraiment laissé à l'appréciation de chacun. On ne juge pas le job de l'autre, c'est son ressenti. Qui prime. C'est un sentiment. C'est exactement. Et n'importe qui peut s'interroger. Et généralement, quand on commence à s'interroger, je pense que il y a quand même un doute et ça se sent pas très bon généralement. Mais au-delà de ça, le sentiment d'inutilité peut être particulièrement néfaste. Ça mine le moral et la santé des salariés exposés. Dans l'enquête de la DARES que je vous présentais un petit peu plus tôt, les salariés exposés à un conflit de valeurs dans l'exercice de leur activité déclarent plus fréquemment une santé physique et mentale dégradée, 2 fois plus que les actifs qui n'y sont pas exposés, en ligne de mire des troubles du sommeil et un risque de dépression. Donc c'est un sujet vraiment très important. Certains peuvent s'en accommoder. Ils vont trouver la rémunération, la placer vraiment au sommet de leur priorité. D'autres qui passent outre parce qu'ils jugent leur situation provisoire. Puis il y en a d'autres qui veulent changer. Peut-être suivre une formation, changer de secteur ou carrément renverser la table en faisant une reconversion professionnelle. C'est ça, ou en entrant dans une entreprise libérée. Pourquoi pas ? Ah oui, puisque ça vient casser évidemment cette espèce de chaîne hiérarchique qui fabrique du bullshit job. Merci Fanny. Merci à vous. J'ai appris plein de choses. Allez revoir ce livre de Graeber, il doit être à mon avis en poche, on doit le trouver en poche. Toujours intéressant, c'est un livre récent finalement, 2018. C'était hier. Merci, on se retrouve demain Fanny, toujours avec grand plaisir. On fait une petite pause, on s'intéresse aujourd'hui à la restauration de luxe. Vous connaissez Relais et Châteaux, vous vous souvenez évidemment de Bernard Loiseau, cet homme truculent, ce grand chef triplement étoilé, qui a disparu en 2003. On accueille sa femme, Dominique Loiseau. Elle a relevé le défi. On va en parler avec elle. Évidemment, Saulieu, le navire amiral, et puis d'une manière plus large, le groupe Loiseau. On en parle avec elle de la résilience à la reconquête. Elle est notre invitée aujourd'hui dans un grand entretien, juste après cette pause.